Amna fille, attends. Oh, c'est un phénomène de sécurité sociale. Ah bon? Eh, la type est assez, oui. Merci d'avoir répondu à l'appel de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France. Mesdames, Messieurs, nous sommes là pour rendre hommage à l'écriture, à la littéralité, au déploiement de la pensée qui s'universalise pour répandre l'humanisme. Monsieur Eugène Baudet, vous êtes un citoyen du monde, né au Cameroun. Vous vivez en France. Nous savons que Paris est le centre du monde, parce que Paris abrite tout au moins l'UNESCO. L'UNESCO qui est le laboratoire de la pensée, n'est-ce pas, universelle. Monsieur Baudet, c'est au Maroc, sur les flancs des monts de l'Atlas, que vous avez trouvé l'âme sœur. Pour que, n'est-ce pas, grâce à l'amour, à sa mystique catalytique, osmotique, pour que les peuples puissent s'unir pour inventer la solidarité. Pour qu'on sache qu'il n'y a qu'un seul monde. Monsieur Baudet, vous êtes un intellectuel éclectique, je dirais touche à tout, qui fait honneur au Cameroun, qui fait honneur à l'intelligence, qui fait honneur à la France, qui fait honneur au Maroc, qui fait honneur au monde. Excellences, Mesdames, Messieurs, je vous décline les principales articulations de cette cérémonie culturelle. Nous aurons dans quelques instants, nous suivrons une note de lecture. Une note de lecture qui sera donnée, qui sera faite par une collègue diplomate qui a pris la peine, n'est-ce pas, de lire « Brûlant était le regard de Picasso ». Nous sommes là pour Picasso. Brûlant, c'est le titre du livre. Brûlant était le regard de Picasso. De Eugène Baudet, n'est-ce pas, édité aux éditions Gallimard, ici en France, ici à Paris. Nous suivrons l'intervention de l'héroïne de ce roman, Madame Pétrache, qui est là. C'est une chance que nous avons de la voir. Pour ceux qui ont déjà lu ce roman, je vous le recommande vivement, parce que Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, a donné des instructions, nous en avons commandé une cinquantaine. Donc, vivement que ces exemplaires, n'est-ce pas, devraient partir comme des petits pains. Je vous le recommande vraiment, Madame Pétrache est là. C'est d'une succulence, d'une suavité, n'est-ce pas, rarissime. Voilà. Donc, après l'intervention de Madame Pétrache, nous suivrons Monsieur Baudet lui-même, l'auteur. Et puis, pour clôturer cette page d'intervention, ce sera l'intervention de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France. Naturellement, comme c'est une cérémonie culturelle, c'est une cérémonie intellectuelle, le public qui est là, c'est un public, n'est-ce pas, de choix. On pourrait enregistrer quelques interventions. Après, ce sera la dédicace des ouvrages. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, j'ai le grand honneur, mais surtout la lourde charge, de rendre compte de la lecture du roman de Monsieur Eugène Baudet, tel que fait par l'ambassade. Je commencerai en reprenant Georges Duhamel
qui écrivait, je cite, « Le but suprême du romancier est de nous rendre sensibles l'âme humaine, de nous la faire connaître, aimer dans sa grandeur comme dans sa misère, dans ses victoires et dans ses défaites. » Cette célèbre citation semble avoir guidé Eugène Ebodé, écrivain de renom, qui nous amène à travers son dernier roman à la découverte d'un personnage aussi fascinant que méconnu. Brûlant était le regard de Picasso. Fresque historique de près de 250 pages raconte en effet l'histoire vraie de Mado, Madeleine Pétrache, métisse suédo-camerounaise, âgée aujourd'hui d'une 80aine d'années, qui est née au Cameroun, a grandi à Perpignan et est devenue l'amie et l'égérie secrète de plusieurs artistes de renom, dont Picasso, Matisse ou Dali, pour ne citer que ceux-là. Subdivisé en 16 chapitres qui traduisent autant de moments ou de souvenirs particuliers de la vie de l'héroïne, le roman, écrit de manière non chronologique, pourrait en réalité être divisé en 3 ou 4 grandes séquences. Les origines de Mado et son enfance à Edea, dans la maison de ses parents adoptifs située sur les bords de la Sanaga, rivière rouge et blanche. La parenthèse d'1 an et demi au Maroc, durant la Deuxième Guerre mondiale, d'où elle voit partir avec Hélène Boisson, sa mère adoptive, les troupes françaises libres menées par le général de Gaulle. Son adolescence difficile à Perpignan chez sa grand-mère adoptive et au pensionnat du cours Maintenon, où elle découvre la différence, fait face au racisme et à la stigmatisation, mais où elle rencontrera également l'amour. Et enfin, sa vie d'adulte à Céret, où, devenue une femme magnifique et épanouie, elle rencontrera et tissera des liens étroits avec les plus grands artistes de son époque, avant son unique rencontre à Pongo Songo, près de 40 ans après sa naissance, avec sa mère Monica Yaya, qu'elle avait toujours cru morte. À travers ce roman tissé de drame et d'espoir, Eugène Ebodé, en compositeur ingénieux et en conteur expérimenté, reconstitue l'histoire avec poésie et tente de redonner aux oubliés le rôle qui a été le leur, mais qui reste méconnu, ou qui leur a été tout simplement dénié. Le lecteur s'immerge ainsi dans le XXe siècle au travers des yeux de l'héroïne, dont il partage les plus secrètes pensées, dans un style maîtrisé qui trahit l'expérience de la plume de l'écrivain. Il faut en effet un chapelet d'adjectifs élogieux pour réussir à rendre compte du talent de l'auteur qui maîtrise parfaitement son art. À l'image du récit, la plume d'Eugène Ebodé est vive, parfois incisive, pleine de finesse, assurée, maîtrisée, redoutablement intelligente, soignée, décomplexée. Le ton et le temps sont toujours justes. Tout est bien dit, tout est justement dit, tout est dit comme cela n'aurait pas pu être mieux dit. En plus de cela, l'auteur a le sens de la formule et on ne s'ennuie que rarement. Le résultat est donc évident, une œuvre esquisse qui se lit très agréablement. C'est aussi que Mado est un personnage de roman, à la différence qu'elle existe vraiment. Comme toutes les grandes héroïnes des romans populaires, la vie de cette dernière est jalonnée de drames et d'épreuves qui lui donnent ce caractère romanesque proche de la légende. La souffrance semble forger de grands destins. D'ailleurs, le sous-titre du roman aurait pu être, je me propose de le dire, « Brûlant était le regard de Picasso » ou « Le fabuleux destin de Mado ». En effet, à moins d'avoir lu le roman de Eugène Ebodé, qui aurait pu imaginer que la célèbre réplique de Dali, je cite, « Le moins que l'on puisse demander à une sculpture, c'est qu'elle ne bouge pas », avait été prononcée à la suite de la visite dans son atelier d'une jeune Camerounaise accompagnée de son époux, ou que le tableau non moins célèbre de Picasso, La Sardane de la paix, lui avait été inspiré par une métisse africaine au déhanché envoûtant qui dansait la sardane comme personne. L'histoire artistique et contemporaine semble donc devoir beaucoup plus qu'on n'aurait jamais pu le penser à une petite Camerounaise née sur les bords du fleuve
Sanaga est parti, arraché de là par le destin pour vivre sur de nouvelles rives. Eugène Ebodé nous livre donc 250 pages de grande littérature, riche en formules claquantes et ingénieuses. Sous sa plume experte, les personnages sont si bien campés, si bien nuancés et si vivants qu'on aurait pensé qu'ils ont été inventés. Je dirais point d'exclamation. Mais bien écrire n'est pas le seul enjeu de ce roman qui semblait en fait avoir déjà été achevé avant même que l'auteur ne le commence, un peu à la manière d'Alexandre Dumas qui avait coutume de dire, je le cite, « En général, je ne commence un livre que lorsqu'il est écrit. » Ainsi, faire connaître une égérie, fût-elle à moitié camerounaise, n'était pas l'unique but du jeu. Au-delà de l'hommage, de la reconnaissance et de la reconstitution romancée de l'histoire, il y a au cœur du roman des enjeux plus profonds et plus politiques que charrie chacune des époques racontées. L'exil et les identités en construction, la figure paternelle ou l'absence du père, les luttes pour l'indépendance au Cameroun, la cause noire, l'amour, l'art, la famille, la foi, le suicide, ou même encore la crise sanitaire mondiale et sa gestion controversée par les autorités françaises. Cette crise de la Covid qui la confine rappelle à Mado un autre temps d'après-guerre où, dit-elle, les réjouissances, elles aussi, étaient modestes et les embrassades timides. Mais il s'agit aussi de la place de l'Afrique dans la Seconde Guerre mondiale et la question du blanchiment de l'histoire. En effet, à travers le récit des différents protagonistes, le roman met en exergue la discrimination subie par les tirailleurs sénégalais arrivés jusqu'au Maroc et à qui les honneurs des Champs-Élysées et du débarquement furent refusés pour éviter que l'histoire ne consigne le souvenir d'un monde libre devant sa liberté à des nègres. Il fallut donc, sous la pression des Américains, blanchir l'armée, blanchir l'histoire et donc falsifier la légende en diffamant dans certains cas ces tirailleurs sénégalais qui payèrent pourtant cher le tribut de cette guerre qui ne les concernait même pas. Sur un autre plan, même si le roman ne s'affranchit pas des rapports de domination liés à la différence raciale notamment, on apprécie cependant que l'auteur ne se soit pas enfermé dans des clichés et dans des oppositions souvent simplistes entre colons et colonisés, blancs et noirs, qui ne rendent pas compte de toute la complexité des rapports humains. Chez Eugène Ebodé, en effet, le problème n'est pas celui de la race, mais de l'être, de l'individu. Il n'y a pas d'un côté des Noirs, victimes de l'histoire et qui seraient bons par nature, et de l'autre les Blancs, colonisateurs, dominateurs et méchants. La vie est beaucoup plus nuancée que cela, et les personnages présents dans le roman en sont bien la preuve. C'est qu'au fond, disait Jean Jaurès, il n'y a qu'une seule race, l'humanité. Mado, l'envoûtante, nous livre par ailleurs sa pensée politique. Mado croit en l'urgence de l'unité des peuples noirs, elle croit au collectif et en la nécessité du dialogue par opposition à la superposition de monologues entre sourds. Pour elle, le credo des bâtisseurs politiques devrait être l'amour de soi et la grandeur pour tous. Cette pétillance intellectuelle force le respect et oblige le lecteur à poser sur elle le même regard enflammé et fascinant que Picasso. La thématique du regard semble d'ailleurs être au cœur du récit. Le regard brûlant de Picasso sur Mado, qui inspira le titre du roman, le regard transi d'amour de Gösta Hamar, le Suédois, sur Monica Yaya, la Camerounaise, qui donnera naissance à l'héroïne de l'histoire, le regard de Mado sur Marcel Petrache, qui deviendra plus tard son époux et dont elle aura 4 enfants, le regard plein de sous-entendus des habitants de Perpignan sur l'étrange métisse venue d'Afrique, le regard hautain et suffisant des parents adoptifs les Boissons sur la horde de domestiques noirs à leur service à Edea, le regard infantilisant des troupes alliées sur les tirailleurs sénégalais pendant la guerre, le regard de Mado sur ses propres souvenirs, le regard luisant d'admiration des habitants du village Pongo-Songo sur la petite métisse de Monica Yaya, venue voir sa mère après plus de 40 ans de séparation,
Le regard enfin d'une témoin oculaire sur un siècle d'histoire plein de grands bouleversements. Avec Brûlant était le regard de Picasso, Eugène Ebodé signe son 10e roman dans lequel il rappelle ce que l'art en France donne à une petite métisse camerounaise au destin singulier. Mais à travers ce roman, on découvre aussi ce que la France, les Alliés, la victoire sur le nazisme et donc la paix dans le monde en 1945 doivent au Cameroun, où une poignée de volontaires de l'armée du salut national, mise en place par le général de Clerc, réalisa un coup de force le 27 août 1940 à Douala contre les Allemands. L'oncle Sylvander Mathias, personnage énigmatique et central du roman, européen amoureux de l'Afrique, qui fut d'ailleurs enterré chez lui à Douala, écrira dans ses carnets d'Afrique que je cite: on parle beaucoup du Congo et de Brazzaville, la capitale certes de l'Afrique équatoriale française, mais on oublie que c'est à Douala que le général de Gaulle débarqua pour faire de cette région africaine la plateforme décisive à partir de laquelle le combat s'est poursuivi. C'est à partir d'ici, de Douala et du Tchad, que les flancs de l'armée de l'Axe et des collabos ont été fondamentalement percés avant la défaite du Troisième Reich sur le sol français. Merci, oncle Mathias, pour ces mémoires. Merci, Mado, pour votre vie inspirante. Merci, cher Eugène Ebodé, pour cette grande œuvre littéraire. Merci, monsieur l'ambassadeur. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci infiniment, Madame Nicaise Végan. Vous nous avez suffisamment édifié sur le roman Brûlant était le regard de Picasso. Donc, Excellences, Mesdames et Messieurs, ce sera donc la deuxième articulation. Je voudrais inviter Madame Madeleine Pétache. Je vous remercie pour votre accueil. Mais je trouve que pour moi, Madeleine, c'est plus doux. Parce que lorsque ma mère adoptive m'appelait Mado, c'était avec un accent tonique sur le haut. Donc c'était très impératif. C'était un ordre. Par conséquent, Madeleine se préfère. Ceci dit, je suis content que Eugène ait écrit ce livre, bien que je me sois senti un petit peu désemparé, parce que lorsqu'il venait à la maison et qu'il me posait des questions, je ne me doutais pas qu'il allait en faire son miel. Donc je répondais en toute innocence. Et puis, au bout d'un certain temps, parce que nous nous sommes vus souvent, mon mari m'a dit: méfie-toi, c'est un écrivain. Ça finira dans un livre. Et il avait raison. Mais moi, j'étais tout à fait naïve et innocente. Et bon, je suis, je dois dire, un peu troublé par ce roman, parce que c'est ma vie, évidemment, et je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu indiscret à révéler mes ascendances suédoises et camerounaises. Et bon, parce que c'est pas courant, ce sont deux continents éloignés qui, a priori, n'ont rien à faire ensemble, mais qui, néanmoins, se sont rejoints par l'effet du hasard, mais finalement se sont très bien entendus. Et puis le résultat, ça a été moi. Alors, pourquoi s'en plaindre? Mais je trouve que là, au bout d'un certain temps, j'ai réfléchi sur le livre d'Eugène, et je me suis dit que, au bout du compte, l'art régénère, l'art rassemble, la preuve, nous sommes tous là. Et puis finalement, peut-être que l'art nous guérit, et peut-être que ça tend une certaine guérison
à travers cette écriture. Et j'espère que ça vous a interpellé, interrogé. Je pense que vous allez me poser beaucoup de questions et j'y répondrai avec plaisir. Nous allons passer, Excellences, Mesdames, Messieurs, à la troisième articulation de ce programme. Ce sera donc l'intervention de M. Eugène Ebodé, l'auteur du roman Brûlant était le regard de Picasso. Merci à Monsieur l'ambassadeur d'avoir prévu à Paris un temps, un climat africain. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le PDG des éditions Gallimard, qui aurait dû être là, mais qui est retenu par une mission importante, et sans excuse auprès de vous, Monsieur l'ambassadeur. Honorables invités, chères familles, Mesdames et Messieurs, c'est évidemment un grand honneur d'être de retour au pays, car cette enceinte, portion extraterritoriale du Cameroun, respire le parfum du sol natal. C'est un grand honneur d'y prendre la parole en tant qu'artisan du verbe et forgeron de livres. Je veux exprimer, comme Mado, ma profonde gratitude à son Excellence M. André Magnus Ekoumou, ambassadeur du Cameroun et représentant du Cameroun à l'UNESCO, ainsi qu'au chef de l'État camerounais, le président Paul Biya, pour leur invitation à prendre part à ce moment de rassemblement et de convivialité. Le monde en manque, traversé qu'il est de zones d'incertitude et de turbulences. Turbulence au Nigeria, turbulence exportée au Cameroun, turbulence au Sahel, turbulence en Libye et en Palestine, turbulence dans le ciel biélorusse, turbulence sur le sol birman, turbulence éthique et relative aux manipulations génétiques, turbulence climatique, mais également démocratique, ayant pour deux dénominateurs communs un puits de souffrance. L'une des questions qui vient alors à l'esprit et qui interroge l'avenir du genre humain me semble être la suivante. Le monde a-t-il besoin de tout le monde pour s'accomplir? Cette redoutable énigme renvoie à l'évidence à une hypothèse darwinienne. Pourquoi diable l'aborder ici, alors où nous reprenons goût aux retrouvailles festives, même à jauge réduite? Eh bien, je pense qu'elle est importante, parce que près de 8 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont perdu la vie depuis un an à cause de la Covid-19. Parce que 5000 jeunes Africains meurent chaque année en voulant traverser la Méditerranée. Parce que l'obscurantisme et l'intolérance tuent. Parce que les brutalités genrées ou raciales tuent elles aussi. Parce que, selon John Holmes, sous-secrétaire aux affaires humanitaires des Nations Unies, 25 000 personnes meurent de faim chaque jour. Comme vous le voyez, la compression des humains à laquelle nous assistons rend ainsi l'angoisse du présent plus lourde encore que celle des lendemains. Dans Brûlant était le regard de Picasso, le roman qui nous vaut, Mado et moi, le bonheur d'être ici présent, vous l'avez entendu tout à l'heure, restitué par une voix magnifique et une intelligence supérieure. Eh bien, ce roman
est une lancinante imploration du prophète Jérémie devant les tragédies et les ravages auxquels conduit la méchanceté. Mado l'a résumé d'un mot, elle ne savait pas que sa maman vivait encore. Drame de l'enfance, abîme de l'esprit et de la personne humaine. Mado, éprouvé par nombre de malheurs, s'écrie du reste. Dans Brûlant était le regard de Picasso. Pourquoi, mon Dieu, les méchants vivent-ils? Eh bien, pour pouvoir un jour s'amender, dirions-nous, pour pouvoir se rebeller et quitter les sentiers de l'horreur pour la cohabitation pacifique, espérons-nous. Pour que la conscience du mal les modifie et que l'horizon fraternel l'emporte sur toute autre considération. Oui, le monde a besoin de tout le monde pour exister. C'est la leçon que j'ai tirée de la fréquentation de Madeleine et de Marcel Pétrache. Je n'avais ni calepin ni papier, mais Marcel disait, c'est vrai, attention, Madeleine, à ce que tu dis, c'est un écrivain, ça finira dans un roman. C'est à travers leur amour des autres et le dévouement qu'ils ont toujours manifesté aux plus humbles comme aux plus grands artistes acérés que j'ai conçu Brûlant était le regard de Picasso. Picasso lui-même s'est aussi dévoué pour la modification des perceptions sur l'art appelé nègre. Il l'a fait en le sortant du primitivisme, autrement dit, de l'état de folklore à l'état de sémaphore. En parlant de dévouement, comment ne pas exprimer ma gratitude à mon éditeur, Jean-Noël Schifano? Il n'est pas présent, mais pensez et recevez, monsieur l'ambassadeur, ses salutations. Je ne puis ne pas penser à sa collection dans laquelle je publie, dénommée Continent Noir. Elle souligne à chaque livraison combien le monde littéraire avait besoin des voix autres pour s'accomplir. Il avait besoin de dessiller les regards afin que n'éclate que l'évidente diversité du monde. Sémaphore encore, pour exalter l'écho qui porte et souligne par le baroque existentiel ou par le décentrement moléculaire les turbulences à l'œuvre. Nos atomes ne se crochettent que si le livre fait le lien. Merci à celui qui lui donne visibilité et force d'exposition. Je veux dire à l'éditeur en chef, Antoine Gallimard, le plus fan des Français et le plus français des Fang, qui, au Gabon, tout près du Cameroun, et en compagnie de Jean-Noël Schifano, décida de créer la collection Continent Noir. Ils le firent tous les deux pour exalter combien le monde littéraire avait besoin de tous les auteurs et singulièrement de ceux venus d'Afrique, le continent de nos origines humaines, pour que s'accomplisse l'extension de nos ravissements. Le monde a bien besoin de tout le monde, c'est ma conviction, pour advenir. Mesdames, Messieurs, comment ne pas mentionner ici le rôle de ceux sans qui l'état du monde en général et l'éclat des auteurs en particulier ne viendrait aux oreilles du monde. Je veux saluer les amis journalistes. Je veux tous les saluer, même ceux qui m'éreintent ou qui m'éreinteront. Mais qu'ils sachent qu'ils me relient aux autres par l'écho de leur tambour. C'est grâce à vous, donc, messieurs et mesdames les journalistes, grâce à l'intérêt que Denise Epoté, Amo Mevege, Christian Eboulé, Emmanuel Pierrade, Tirtankar Chanda,
Jean-Célestin Edjangué, Jacques Moifo, François Bunel, bien entendu, et beaucoup d'autres, que le livre et le lecteur se rencontrent. Que les ambassadeurs, les écrivains et même les personnages se rencontrent aussi. Eh bien, ils se rencontrent, nous nous rencontrons pour faire cause commune. Arabia, à Céline Nebodé, à Guy, à Héribert, alors à Gauthier, à la grande famille, la petite que je viens de signaler, Aya qui ne m'écoute pas, mais qui m'entend sûrement, donc à la petite comme à la grande famille, la famille du livre, je veux vous adresser ici toute ma reconnaissance et mon fidèle attachement. And now, ladies and gentlemen, I would be unfair if I didn't say any word to France. It's also my country. I belong to Cameroon and to France. I belong to these two countries, and I hope building with them many bridges to maintain peace and something we are searching together today. And we will discover one day, I hope so. Je veux maintenant dire merci, un grand merci à vous tous ici réunis. Vive la littérature, vive l'amitié franco-camerounaise, vive le Cameroun et que Dieu bénisse les États-Unis d'Afrique. Monsieur le ministre conseiller, monsieur le consul général, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, chers jeunes Ebodé, chère madame Ebodé, madame Madeleine Pétrage, monsieur le président de l'émission Gallimard n'est pas là, mes salutations au président, chers amis, chers invités, mesdames et messieurs. Je suis heureux de vous accueillir ce jour dans la maison commune des Camerounais de France, à l'occasion de la dédicace du roman Brûlant était le regard de Picasso du jeune Ebodé. L'ambassade de Paris est fidèle à sa tradition qui consiste à honorer celles et ceux qui se sont distingués dans les hautes sphères de la créativité artistique et littéraire, se réjouit de pouvoir célébrer ce jour un autre grand nom de la littérature, j'ai nommé l'écrivain à succès et jeune Ebodé. Auteur prolixe et prolifique, 1000 fois primé, qui a contribué et continue de contribuer remarquablement et activement par l'immensité de son talent au rayonnement international de notre beau pays, le Cameroun. Il y a quelques semaines à peine, la communauté camerounaise et les amis du Cameroun étaient déjà réunis dans cette salle pour rendre hommage à une autre lionne indomptable de la littérature, l'écrivaine Djely Amadou Amad, dont le succès retentissant du roman Les Impatients avait mis le Cameroun à l'honneur aussi bien sur la place parisienne qu'à l'international. Aujourd'hui, c'est un autre géant de l'écriture, un artisan comme il l'a dit, que nous avons l'honneur d'accueillir, et vous pouvez vous représenter toute la fierté du chef de mission que je suis, de pouvoir compter de telles références parmi les membres de ma communauté. La rencontre de ce jour est rendue d'autant plus significative qu'elle s'est faite en présence de l'héroïne du roman Madeleine Pétrage.
Je ne veux plus dire Malo. Dans l'histoire, nous est conté par Eugène Ebodé. D'abord, chez nous, on dirait Éboré. Les Blancs disent Ebodé. Mais au Cameroun, on dit Éboré. Avec le génie créatif dont il a seul le secret. Vous remarquerez d'ailleurs qu'au-delà d'une origine nationale qu'il partage, il y a une fraternité géographique. Eugène Ebodé et son Évelyne sont tous nés au littoral. Et tous d'ailleurs à Douala. Je dois le dire ici. Chère Madame Pétouche, en vous souhaitant la bienvenue dans cette maison qui est la vôtre, désormais, je voudrais d'emblée vous dire tous les remerciements et toute la gratitude de l'ambassade pour avoir accepté sans hésitation, malgré le poids de vos riches années, de faire le déplacement depuis vos terres de Perpignan. Après avoir découvert votre histoire si singulière au travers de la plume de M. Ebodé, je suis d'autant plus heureux de vous rencontrer que cette cérémonie dédicace me donne l'opportunité de vous rendre à vous aussi un hommage mérité pour votre parcours inspirant et impactant, pour la multitude de vos combats, pour votre contribution à l'histoire contemporaine à travers votre engagement en faveur des arts et tout simplement pour l'ensemble de votre vie qui débuta sur les bords d'un certain fleuve rouge à Idéa. Mesdames et messieurs, il me plaît également de saluer en cette occasion tout le travail ainsi que l'engagement des éditions Gallimard en faveur de la littérature africaine francophone, matérialisée notamment à travers la collection Continent Noir, qui a permis de mettre en lumière et de populariser de nombreux créateurs africains au rang desquels, je peux le dire avec fierté, bon nombre sont des compatriotes, lauréats par ailleurs de multiples prix qui ne se comptent plus. Ce fut le cas récemment encore de l'écrivaine camerounaise Emile Boum, qui a remporté en 2020 le prix Amadou Kourouma au Salon du Livre de Genève avec le roman Les jours viennent et passent, paru justement aux éditions Gallimard. Tous les écrivains talentueux qui constituent un réel motif pour le peuple camerounais s'inscrivent dans une tradition et dans la longue lignée des grands et emblématiques auteurs du Cameroun dont ils sont les dignes héritiers. De ce nombre étaient notamment Guillaume Oyonondia, célèbre auteur de Trois prétendants, un mari, qui nous a quittés récemment et à qui je voudrais rendre également un vibrant hommage pour l'ensemble de son œuvre. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans dire également un mot d'appréciation à l'endroit des artistes, des hommes et femmes de culture venus nombreux à cette séance de dédicace. C'est pour moi un devoir, je dirais même un impératif catégorique, de saluer votre engagement et de vous féliciter pour votre contribution qui se doit d'être exemplaire à la vie de la nation, puisque dans l'univers secteur de la création, vous contribuez à apaiser nos esprits, à valoriser notre culture tout en faisant flotter haut les couleurs du drapeau national. C'est peut-être en cela que se trouve une réponse à l'énigme posée par Eugène Ebodé dans sa brillante prise de parole. La période contraignante de crise sanitaire que nous traversons et qui s'ajoute à la multitude de mots que vous avez décriés, cher Eugène, est venue nous rappeler en effet, si nous en disions encore, que quand des temps aussi difficiles, l'art et la culture constituent des remparts et des refuges contre l'isolement, en même temps que des espaces d'évasion et de dialogue qui nous permettent de nous connecter à notre humanité commune. Lorsque les corps sont confinés, les œuvres de l'esprit permettent à l'homme de s'évader, de se ressourcer, de s'élever ou tout simplement de se nourrir. L'on pourrait même pousser un peu plus loin la dialectique en avançant avec Alfred de Musset que les chants désespérés sont les plus beaux. Une manière de dire
que les sentiments humains les plus nobles naissent souvent de grandes horreurs. C'est de toute évidence cette conviction concernant l'importance de la culture et la puissance cathartique de l'art qui a toujours guidé le président de la République, son excellent M. Paul Biya, à de nombreuses occasions en effet. Il a personnellement reçu les artistes de divers secteurs pour leur témoigner de toute sa considération et de son engagement en faveur des arts et de la culture, tel qu'atteste dans son projet de société. Cet engagement a été matérialisé en particulier par la création depuis 2001 d'un compte d'affectation spéciale dans le but d'encourager l'excellence dans la création, la production et la diffusion des œuvres de l'esprit. Dans la même dynamique, de nombreux artistes camerounais se sont vus distingués dans les ordres nationaux les plus prestigieux en recevant de la part de la nation la reconnaissance de leur contribution et de leur mérite. Je voudrais donc m'en féliciter et vous souhaiter à vous, cher Eugène Ebouré, au nom du chef de l'État et à mon propre, une longue et productive carrière. Vive la littérature camerounaise, vive la diaspora camerounaise, vive le Cameroun. Je vous remercie. Bonjour à vous tous. Je voulais simplement dire mon émerveillement devant cette œuvre, ce roman absolument merveilleux que j'ai lu quand je l'ai reçu. Je crois connaître assez bien l'œuvre de Jeanne Baudé. Mais dans cet ouvrage, ce dernier roman, il se surpasse. C'est-à-dire qu'il arrive à réaliser quelque chose que les romanciers ont souvent du mal à faire. Il s'offre même le luxe, non seulement de brosser le portrait d'une dame qui existe vraiment, vous le voyez, mais en même temps de venir avec elle, de la présenter. Les romanciers sont des menteurs, vous le savez bien, hein, mais voilà qu'on nous amène carrément le contraire de cela, du mentir vrai, le fameux mentir vrai dont parlent les écrivains, dont parlait Louis Aragon. Et c'est cette virtuosité de Jeanne Baudé que je voulais absolument saluer, lui dire combien j'étais admiratif de cet art. Il parlait tout à l'heure, il disait qu'il était un artisan, vous l'avez bien entendu et compris que artisan était là dans le sens noble du terme, c'est-à-dire celui qui prend son art de la manière la plus vraie, la plus authentique, sans aucune condescendance. Il ne s'abaisse pas vers un art. Au contraire, il ne voit que la possibilité de le porter le plus loin possible. Et c'est cette manière qu'il a eu de, pardonnez-moi de dire, de faire ce roman, parce qu'il l'a fait. Et ce verbe faire, s'il prend encore une fois sa force, son sens le plus fort, je voulais lui dire mon admiration. Vraiment, je crois qu'il s'est surpassé et il nous porte quelque part en disant, comme il a fait tout à l'heure, en disant que le monde avait besoin de tout le monde, bien évidemment. Et Madeleine, que j'ai eu le bonheur non seulement de rencontrer dans le roman de Jeanne Baudé, mais de rencontrer tout à l'heure dans les bureaux de son Excellence l'Ambassadeur, j'ai eu la joie d'échanger un petit peu avec elle et de l'entendre dire sur les difficultés qu'il y avait à être, à vivre, quand nous avions, quand nous avons, quand nous aurons quelque chose qui nous fait appartenir à un monde et quelque chose qui nous fait appartenir à un autre monde. Merci à vous tous pour votre attention. Merci à Jeanne Baudé pour ce roman. Je voudrais dire à mes félicitations parce que le roman, bon, j'ai eu la chance de le lire plusieurs mois plus tôt et avec sa dédicace en prime. Mes félicitations. Je remercie aussi à monsieur l'ambassadeur pour cette cérémonie qui vraiment prend tout son sens avec la présence de Madame Madeleine Pétrache. Et je voudrais savoir, parce que de tous les romans que j'ai lus, j'en ai lu un certain nombre, on a l'impression, j'ai eu l'impression qu'il y a souvent une héroïne. Que ce soit dans le cas de celui-ci, Moulin était Gabriel Picasso,
que ce soit dans le cas de Souveraine Magnifique, que ce soit dans le cas de Rosa Parks, on a l'impression que chaque fois, il y a une image, il y a une femme, une dame, une jeune fille, parfois aussi, qui a fait quelque chose d'extraordinaire dans la vie, et peut-être qu'il ne faudrait pas qu'elle rentre dans l'oubli. Je voudrais savoir, est-ce que c'est fait exprès ou c'est tout simplement l'écriture qui t'amène à mettre en valeur les héroïnes? Peut-être que je ne l'ai pas remarqué, mais bon, je n'ai pas remarqué. Merci. Merci Jean-Célestin. Comme tu le sais aussi, il y a un proverbe africain qui dit que quand la chèvre est présente, il est inutile de bêler à sa place. Non pas que je considère Mado comme une chèvre, mais comme une héroïne. Et du coup, c'est peut-être à elle de répondre à cette question sur la place de l'héroïne. Nous avons la chance, comme ça a été rappelé tout à l'heure, de l'avoir ici, de l'avoir parmi nous. J'ai indiqué dans mes premières interventions médiatiques combien elle était solaire. Et je ne voudrais pas être celui qui cache le soleil. Donc si Mado veut répondre à la place de l'héroïne, qu'est-ce qu'elle apporte dans un livre comme celui-ci, eh bien, nous sommes tout unis. Eh bien, vous vous en doutez, quand on est dans une situation particulière, il se trouve que on a envie de montrer au monde que on a peut-être des raisons d'exister, et par conséquent, je n'ai eu de cesse de m'investir et de m'investir fortement, puisque j'ai été présidente de la Ligue des droits de l'homme dans mon département. J'ai été présidente des Amis du musée et présidente de tout un tas d'autres choses. Mais disons que ça a été une manière d'ancrer mon existence dans le concret et de faire démonstration que le mélange des races n'était pas incompatible. Voilà. Merci, Madeleine. Alors, peut-être un petit mot en plus. Les héroïnes, ou en tout cas les femmes, sont présentes dans plusieurs de mes livres, mais les hommes aussi. Je ne voudrais pas non plus qu'on ait le sentiment ou l'impression que je ne fais que l'éloge aux femmes. À côté d'un ambassadeur, si je veux poursuivre, non pas notre cohabitation, elle est fantastique, mais si je veux poursuivre le travail d'écrivain, d'artisan, salué par un frère, un grand ami marocain et un grand écrivain, Kébir Moustapha Ami, et qui sait combien j'ai voulu, je vais répondre, mais je veux rester une seconde sur Moustapha. Il sait combien j'ai voulu qu'il vienne au Cameroun, donc merci monsieur l'ambassadeur de m'avoir permis de faire en sorte que mon ami Kébir Moustapha Ami vienne au pays. Non pas pour tisser mon éloge, ce n'était pas ça le but, et je ne pensais d'ailleurs pas qu'il interviendrait, mais j'ai été heureux de l'entendre. Sur les héroïnes, j'ai, dès le premier roman, La Transmission, qui était adressé à mon père, qui était même une espèce d'écriture à haut risque, puisque je parle d'un père qui est mort alors que papa était vivant, ne souffrait d'aucune maladie, et voilà que le livre déboule, La Transmission, sur un père supposément parti. Et je crois que j'ai eu les plus gros blâmes, monsieur l'ambassadeur, de la part de mes frères, qui estimaient que, et sœurs d'ailleurs, qui estimaient que là, je dépassais les bornes. Puisque papa n'était pas malade,
Mais quelques semaines plus tard, les mêmes qui m'avaient adressé les critiques fraternelles mais appuyées, m'avaient rappelé pour me dire que finalement, papa a lu le livre et il est mort de rire. Alors, je trouvais que c'était une belle manière de saluer l'écriture sur un héros. Parce que, au fond, je convoquais un héros familial, mais aussi quelqu'un qui avait eu à se confronter à une situation de turbulence, puisque c'était les années 50 et au cœur des indépendances de l'indépendance du Cameroun, notre père, puisque mes frères sont là, ils savent combien il a été présent à Douala, la ville que vous avez saluée, monsieur l'ambassadeur. Il y a laissé sa trace, non seulement comme patriote, mais aussi comme gestionnaire d'un club de football, trésorier de la Ligue du Littoral, président d'un club qui s'appelait le Condor. Et ce n'est que plus tard, lorsque j'ai fini une trilogie sur la jeunesse, sur une jeunesse africaine, que je me suis penché vers des personnages féminins. Et vous le savez tous, en tout cas je parle là directement aux messieurs, notre civilisation, ou en tout cas ce que nous avons appelé l'humanité, a mis de côté une partie d'entre elles par une nomination qui a été un peu, non pas malheureuse en elle-même, mais la fraternité sur laquelle s'appuyait cette humanité avait oublié en chemin les sœurs. Et la sororité a trop tardé à rejoindre notre cortège civique, notre élan commun et notre cohabitation dans la réalisation d'une cité radieuse, si je puis dire. Et donc, le roman était comme une œuvre de réparation. Les héroïnes que je convoque sont des personnages forts, qui sont les témoins de plusieurs fractures, de plusieurs zones de turbulence. Et Mado, ici présente, elle l'a dit, elle l'a raconté avec ses mots brefs, mais tout le monde imagine le parcours de cet enfant, privé de sa mère à 2 ans, privé de son père à 3 ans, privé de son continent à 7 ans. Je rectifie un peu le magnifique témoignage qui a été fait autour du livre, au tout début de notre rencontre. Mado n'a pas passé 1 an au Maroc. Elle a passé 1 an en Algérie, mais elle s'est arrêtée au Maroc. C'est une petite rectification qui ne gâche pas l'ensemble de la production. Les héroïnes sont une part de nous-mêmes. Et elles ont d'ailleurs, dans leur trajectoire et leur parcours, si on regarde ce qu'a fait Rosa Parks, c'est parce que Martin Luther King était là. Et si on regarde ce qu'a fait Mado, c'est parce que Marcel, son mari, son compagnon, son alter ego, parce que je les ai vus, ils étaient situés sur le même plan. Il n'y avait pas un plan supérieur pour Marcel, un plan inférieur pour Mado. Cependant, c'est la société, elle, qui a voulu les ranger sur des plans différents. Et par exemple, là je parle à monsieur l'animateur de notre rencontre, monsieur le directeur de la communication, pour lui dire que Mado a eu des récompenses. Elle a eu des palmes académiques. Mais la curiosité de notre époque, ou de l'époque qui a précédé la nôtre, c'est que ces récompenses étaient attribuées à son mari et non à elle-même. Qu'il me pardonne Marcel, mais ce n'était pas lui le coupable. C'était la société des hommes qui avait oublié en chemin que les femmes étaient égales des hommes. Que les hommes n'avaient pas, en toutes circonstances, la priorité. Donc place aux citoyennes, c'est elle que je fais rentrer dans mes livres, et c'est cette place que j'essaye de conforter, et même
Dans une conférence que j'ai faite à l'université de Saint-Folien, après avoir reçu le titre de docteur honoris causa il y a quelques semaines, j'ai fait une conférence en l'achevant par un éloge à la sororité. Sororité étant l'alliance entre la sororité et la fraternité. Vous voyez, je n'ai pas voulu mettre la fraternité en avant, mais plutôt la sororité, et construire une forme de concept sur lequel je travaillerai encore, puisque vous m'avez donné tellement, vous m'avez couvert de tellement d'éloges, il faut que je puisse les mériter par une production qui en vaille encore la peine. Voilà. Voilà sur le chapitre des héroïnes. J'espère, Jean-Célestin, avoir répondu à ta question. En tout cas, je peux dévoiler ici que le prochain roman sur lequel je travaille, vous le devinez, la place sera encore plus grande pour une femme. Mais je ne vous dis pas la suite. Vous le mériterez en épuisant d'abord Roland et qu'elle regarde cassé. Merci infiniment. Merci, docteur Eugène Baudet. Dans quelques instants, ce sera la dédicace. Madame, vous voulez intervenir? Mais il a répondu. Il a répondu. C'est Madame Morin à Beaumont. Voilà, elle est écrivaine, son excellence, monsieur l'ambassadeur. Elle vit à Orléans. Nous avons eu la chance de lui rendre visite et de lire ses ouvrages à Orléans. Merci d'être venu. Bon, maintenant nous passons, si vous en avez convenance, excellence, mesdames, messieurs. Monsieur Evaman, vous n'avez clôturé, venez s'il vous plaît. Non, venez, je vous en prie, je vous en prie. En fait, ce ne sera pas une question, tout simplement pour féliciter le trio qui est devant nous, en commençant par Monsieur Épaulet, pour paraphraser son excellence. Parce que écrire, ce n'est pas une chose facile, c'est pas simple. De collecter des informations, etc., et puis déduire un certain nombre de choses, comme il a fait là. C'est pas évident. Donc, toutes les félicitations et la reconnaissance. Vous savez que les Camerounais sont les créateurs, ils ont la connaissance et peuvent faire des choses formidables. En plus, je passerai à Madame Metelina. Metelina Petrachi. Voilà. Madame Madeleine Petrachi. En camerounais, ça se dit Metelina. Madeleine, ça veut dire Metelina. Voilà. Donc, avec toute la reconnaissance aussi de votre rôle joué, parce que je trouve que vous avez été suffisamment courageuse pour faire la rétrospective de tout ce que vous avez vécu et de tout ce que vous n'avez pas vécu. Parce que ce n'est pas aussi évident que ça. Voilà. Donc, félicitations à vous, et puis je veux féliciter aussi son Excellence pour cette initiative grandissime de pouvoir mettre en face de nous un auteur et une héroïne aussi éloquents en ce jour de mercredi à Paris. Donc, la valorisation du Cameroun ne me surprend pas de tout. Et je vous en félicite. Ce n'est que le début. Après, je vais lire votre ouvrage, M. Éboulet, et j'en sais déjà quelque chose d'après ce qui a été raconté par Madame la diplomate et puis Monsieur l'ambassadeur, vous-même, Madame Metelina. Je vais poursuivre, ça m'a fait venir l'eau à la bouche et j'ai envie de déguster actuellement. Voilà. Merci beaucoup et puis félicitations encore à vous. Voilà. Merci. Voilà, merci au docteur Emmanuel Eva Mangati, économiste,
Excellence, nous allons passer à la séance des dédicaces. Je propose que Madame Niba, Madame Marie-Noël Niba, voilà. Je propose que nous avons la chance, Votre Excellence, d'avoir vos invités spéciaux, des représentants de l'Algérie, de la Guinée équatoriale, et M. Lazare Ilundu, qui est directeur à l'UNESCO. Nous saluons leur présence avec naturellement celle de toutes les sommités intellectuelles, artistiques dans la salle. Donc je vous appelais parce que nous allons commencer la séance de dédicaces. Donc je proposais qu'on commence par les personnalités en face, n'est-ce pas, qui se feront donc dédicacer les ouvrages qui sont naturellement vendus. Les ouvrages nous sont donnés par, prêtés par les éditions Gallimard. Donc, Excellence, mesdames et messieurs, c'est votre tour de vous faire dédicacer Brûlant était le regard de Picasso, si vous en avez convenance, avec d'autres ouvrages de l'auteur Eugène Eboué. Merci infiniment. Amuna, obété tout à l'heure, soit tu vas se caler dans le 37-47 à peu près.